Démocratie, quel barème pour l'Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire. Voilà le thème du colloque international organisé le samedi 16 février dernier à Paris par l'association Convergence pour la paix et le développement de l'Afrique, présidée par l'Ivoirien Claude Koudou. Au nom des intervenants, Issa Sori, secrétaire général du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, section France, Oumou Kouyaté, anthropologue social et ethnologue, Théophile Kouamouo, journaliste, directeur de publication du journal Le Nouveau Courrier, ou encore Alain Capot, économiste et conseiller du président Laurent Gbagbo. À la fin du colloque, Alain Capot s'est confié à Evenews TV. Dans ce entretien exclusif, le conseiller de Laurent Gbagbo parle du prisonnier le plus célèbre de la CPI, de son état d'esprit à quelques jours de l'audience de confirmation des charges, de son état de santé, de son quotidien, mais surtout des enjeux au plan politique et juridique de cette audience très attendue et qui se tient du 19 au 28 février 2013 à La Haye. Bonjour M. Capot, vous êtes le conseiller spécial, on va dire, du président Laurent Gbagbo. Vous le voyez régulièrement. D'abord, comment il va? Alors effectivement, je suis le conseiller spécial depuis le 21 septembre 2007. Je le vois régulièrement, je le vois encore le 2 mars prochain. Il va bien. Alors, quand je dis il va bien intellectuellement, parce que c'est un personnage d'un haut niveau intellectuel. Il a un mental à toute épreuve. Physiquement, il est un petit peu endolori et un petit peu handicapé par rapport à ce qu'il a vécu quand il était à Korogo. Donc il a le bras droit qui est un petit peu difficile à plier et sa main qu'il arrive difficilement à plier, mais c'est sa main gauche, en sachant qu'il écrit de la main droite, donc ça va. Mais il a surtout un moral à toute épreuve. Comment il prépare cette audience de confirmation des charges qui va commencer le 19 février prochain? Alors il la prépare de deux façons. D'abord il la prépare avec son groupe d'avocats. D'un côté avec son groupe d'avocats et d'un autre côté avec ses conseillers dont je fais partie. Nous on est plus orienté sur la stratégie juridique et judiciaire. L'avocat lui est plus orienté sur le droit par lui-même. Mais enfin le patron quand même de cette opération c'est Maître Altit que vous connaissez. Donc ça c'est une chose. À côté de ça, ce qui va être important d'écouter, c'est sa prestation qui devra durer entre 30 et 45 minutes, qui va se dérouler, je crois, de mémoire, le 27 ou le 28 février. Je ne sais pas la date exacte, parce que ça pourra peut-être être compacté. Et là, à dire vrai, aujourd'hui, on ne sait pas de quelle manière il va s'orienter dans cette prestation. Laurent Gbagbo est un orateur, c'est un intellectuel, c'est un philosophe, c'est un professeur d'université, c'est un historien, c'est un homme qui a des références phénoménales. Et donc il va falloir suivre, je crois, avec intérêt cette prestation parce que au-delà des réponses aux questions qu'on lui posera, je crois qu'en filigrane et en résumé, il va expliquer exactement comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et il va expliquer que lui était président élu dans les urnes, élu par le Conseil constitutionnel, il a été attaqué, et dans un état de légitime défense, dans un statut de légitime défense, conformément à l'article 48, je crois, de la Constitution, et conformément aux articles 100 et 101 du Code pénal, il était dans cette démarche de légitime défense. Et il a été, bien entendu, jusqu'au bout. Il a été vaincu, partons de là, il est emprisonné et il veut aller jusqu'au bout pour que la vérité sorte. Donc il est dans un état d'esprit très 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 serein, je dirais qu'il est même plus serein que nous. Vous pensez qu'il a les éléments probables, plausibles pour étayer toutes ces preuves, parce que encore se pose la question de sa légitimité, qui a gagné des élections en Côte d'Ivoire. Lui-même il avait proposé qu'on recompte les voix. Est-ce qu'il détient des éléments de preuve pour contester cette allégation qui fait de lui aujourd'hui celui qui a fait des élections et qui veut se maintenir au pouvoir? Alors, bien entendu qu'il a les éléments, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans mon discours. Tout ça, nous avons
une boîte, un coffret qui est scellé, je ne dirai pas où il est, bien entendu. Nous avons tous les éléments avec tous les PV qui prouvent ce qu'on a toujours dit, ce qu'on a voulu dire, et là où on ne nous a pas entendus. Alors, on verra si c'est opportun et à quel moment c'est opportun de sortir cet état de fait. Mais pour l'instant, il faut expurger une procédure inquisitoire avec des charges par rapport à des décharges. On va voir si on arrive à falsifier toutes les charges. Si tel est le cas, le problème est résolu. Si tel n'est pas le cas, c'est sûr qu'on va rentrer dans des appels, dans des contre-appels, etc., etc., etc. Pour vous, il y a de l'espoir où on va encore aller de procès en procès parce que c'est un procès politique? Il y a toujours de l'espoir, heureusement. Tout peut toujours changer à tout moment. C'est le propre du procès politique. On n'est pas dans le droit commun. Il suffit que demain, quelqu'un du Conseil de sécurité des Nations Unies instruise la Cour pénale internationale en disant il faut faire preuve de mansuétude par rapport au président Gbagbo pour telle et telle raison, hein, parce qu'on est quand même dans la chance de réussite. La question du resto aujourd'hui, quand on sait que c'est un procès purement politique. Hein. D'accord. Donc je vous précise quand même qu'on n'est pas dans le cadre d'un procès. Hein. On est dans le cadre d'une confirmation des charges. Là, tout simplement, le bureau du procureur va mettre en exergue les charges. Alors, si c'est des charges que connaît la défense va forcément tenter de les démonter. En revanche, si par le plus grand des hasards, le bureau du procureur met en exergue des charges qui sont tirées de derrière un chapeau ou de dedans un chapeau, à ce moment-là, ça sera difficile de les démonter. Donc cet objectif, c'est de dire les charges ne tiennent pas. C'est arrivé à 2-3 reprises à la CPI, hein, où les juges ont pu dire ces charges ne tiennent pas. Bon, vous savez que l'avocat Maître Altit était en Côte d'Ivoire dernièrement pour essayer justement du 22 janvier au 14 février. Voilà, pour travailler encore en profondeur le dossier. Donc aujourd'hui, si vous voulez, en droit, les choses ne se présentent pas trop mal. Je dis bien en droit. Mais en termes de politique politicienne, en termes d'orientation qui serait amenée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par n'importe quel chef d'État qui n'a pas envie de voir retourner Gbagbo, tout peut toujours se passer. Donc ce qui fait que vous me posiez la question tout à l'heure de savoir si j'étais optimiste ou pessimiste. Je suis ni optimiste ni pessimiste parce que je sais que le dossier il est bien préparé, parce que j'ai vu ce dossier, j'en ai parlé très régulièrement, il est bien préparé. Maître Altit et son équipe d'avocats et de juristes travaillent en profondeur d'une manière intelligente en droit. Sauf que nous ne sommes pas dans un procès de droit commun. Et que le système étant ficelé comme il est ficelé, c'est un mix de droit codifié et de droit coutumier, si vous voulez, où finalement on se pose la question de savoir si la Cour pénale internationale n'a pas les questions et les réponses. Donc, sincèrement, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Moi, j'attends l'intervention de Laurent Gbagbo, comme on l'a dit tout à l'heure, le 27 ou le 28. Mais justement, c'est sur quoi concrètement il va intervenir? Non, je ne peux pas vous le dire. On en a un petit peu parlé. Mais il est fameux pénal, ou bien qui a gagné l'élection, il va démontrer que c'est lui qui a gagné l'élection, ça va être un préalable. Oui, mais écoutez, non, je ne veux pas parler pour lui. Je ne veux pas parler pour lui parce que c'est un homme d'une réflexion supérieure. Je pense qu'il va nous réserver des surprises. Et de toute façon, à son niveau, comme c'est un grand rhéteur, c'est un grand orateur, à son niveau, sa prestation ne sera pas rabaissée à savoir qui a gagné dans les urnes ou pas dans les urnes. Je crois que ça va être une forme de rhétorique d'un excellent niveau. J'espère simplement que les juges de la CPI la comprendront. Et je l'ai vu faire beaucoup de discours, le président, vous savez, en campagne et avant la campagne. Et c'est un homme de l'oralité. C'est pas un scripteur, hein, c'est un tribun. Et quand il parle, rappelez-vous d'ailleurs sa première intervention qui a duré peu de temps, le monde était là, rivé devant les écrans. Et là, je crois qu'il nous réserve une prestation de haute envolée. Et tout va ressortir de sa prestation. Et justement, lors de sa première prestation le 5 décembre dernier, en 2011, il disait on va aller jusqu'au bout. Comment est-ce que vous comprenez cela? Vous en avez discuté après avec lui? Oui. Pour lui, on va aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout en termes de droit. Ça ne peut pas être autre chose, bien entendu. Après, le peuple
derrière peut rentrer dans une sédition, peut rentrer dans une insurrection, peut rentrer dans une pacification, enfin bon, peu importe, hein, tout est possible. Mais lui c'est un homme de loi, c'est un homme de droit, c'est un homme de lettres. C'est un homme d'une intelligence supérieure. Il veut aller jusqu'au bout pour montrer, il n'est pas à 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois après. Il veut aller jusqu'au bout pour montrer qu'en fait, on l'accuse à tort. Et, accessoirement, pour montrer qu'il a bien gagné dans les urnes, et qui plus est, il a été investi par un conseil constitutionnel, qui est le même conseil constitutionnel que dans toutes les démocraties, qui sont fiers d'utiliser ce nom de démocratie. L'État ivoirien vient de ratifier le traité de Rome depuis vendredi, officiellement. Oui. Et cela pourrait aussi améniser un peu l'argument de mettre en titre, qui voudrait mettre en avant l'irrécevabilité de l'affaire. Est-ce que cela n'est pas aussi un frein? Un commentaire dessus. Voilà. Oui, c'est pas tellement ça qui sera un frein, c'est ce qui s'est passé en 2003. Parce que, comme vous le savez, le traité n'avait pas été ratifié. Et en 2003, je n'ai pas les dates précises, mais vous trouverez ça dans mes écrits. En 2003, le président avait reconnu l'existence de la CPI, mais il avait été contredit par le Conseil constitutionnel à l'époque. Voilà, ça c'était en 2003. Ensuite, fin 2010 et début 2011, quand M. Ouattara a reconnu la CPI, bon, bah, c'était de la rhétorique et c'était de l'imagination ou de l'illusion intellectuelle. C'est facile, c'était facile à cette époque-là de dire on reconnaît, bien entendu. Bon, maintenant, il semblerait qu'ils reviennent un petit peu en arrière, en ne voulant pas amener Simone Gbagbo là-bas, parce que si on amène Simone Gbagbo, il faut amener les Koumzone, il faut amener les Ouattao, il faut amener les Fofier, Fofana, etc., Soro et toute la bande. Donc maintenant, il est capable de dire, bah voilà, nous avons une structure juridique qui est structurée, on peut se permettre de. Sauf que l'État ivoirien avait de ratifier le traité de Rome. Oui, non, mais ça c'est a posteriori. Ah, d'accord. C'est a posteriori, pourquoi pas? Je veux dire, on peut toujours ratifier et dératifier. Mais ça c'est a posteriori. A posteriori, ça n'a pas de valeur. Beaucoup s'interrogent sur. Tout là, vous avez dit que le président Laurent Gbagbo est un peu souffrant et du fait de tout ce qu'il a subi à Korogo. Pourtant, l'avocat en a bataillé dessus. La CPI a dit que Gbagbo est apte à être présent à son procès. Comment ça va se dérouler? Il va rester dans sa famille de chez Beniguel ou bien il sera présent à La Haye ou bien par vidéoconférence? Quelles sont les dispositions qui ont été prises à ce niveau-là? Aux dernières nouvelles, je ne sais pas comment ça va se dérouler parce qu'effectivement, il y a plusieurs options. Il y a l'option qu'il soit là et il y a l'option que ça se passe en vidéoconférence. De toute façon, il sera là au dernier ressort lors de la dernière journée pour intervenir, bien entendu. Mais après, là, ce sont des modalités, si vous voulez, qui comptent peu, parce que qu'il soit là ou qu'il soit pas là, dans la mesure où il n'a pas à intervenir, ça ne change rien. Et je le connais bien, le président Gbagbo, c'est pas l'homme qui va taper sur l'épaule de son avocat pour dire non, non, tu dis ceci, non, non, tu dis cela, laisse-moi parler, etc. C'est pas sa nature. Hein, on a affaire quand même à, comme je l'ai déjà dit et je le répète, à un personnage d'une facture supérieure. Certes, nous, ses conseillers, nous savons certaines choses, mais on ne sait pas tout. Il nous réserve des surprises. J'espère que ça sera de bonnes surprises. Est-ce que Mourad Mel est prêt? Parce que c'est un procès qui risque aussi de durer longtemps. 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous, c'est quoi l'échéance? Alors, si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? Si les charges sont falsifiées, sont infirmées, bien entendu, on lui dit, monsieur, prenez votre baluchon et puis sortez. Bon, je schématise parce que ça ne va pas se faire comme ça, bien entendu. En revanche, si une charge est confirmée, d'abord on aura la réponse 60 jours après la fin de l'ouverture de la confirmation des charges. Si une charge est confirmée, effectivement, on va rentrer dans le procès, qui aura lieu 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans après. Donc là, nous, on va se battre pour qu'il puisse bénéficier d'une liberté provisoire, pas conditionnelle. Une liberté conditionnelle, c'est quand on a été jugé et qu'on doit purger une peine, et à ce moment-là, sous condition, avec un bracelet, avec ci, avec ça, et bien, on peut être mis en liberté. Donc on va se battre, nous, pour que si ça n'est pas, si les charges sont confirmées, ou en tout cas si une des charges est confirmée, pour qu'une liberté provisoire puisse se mettre en place. Alors vous savez que ça se fait, la demande se fait tous les 120 jours à la CPI, donc ça risque de durer quand même encore un petit peu.
Mais je crois qu'il ne faut pas faire trop de conjectures. Il faut attendre, il faut voir comment les choses vont se dérouler. Il faut bien écouter les avocats de part et d'autre. Et il faudra surtout bien écouter ce que va dire Laurent Gbagbo. Parce que du côté des juges de la chambre préliminaire numéro 1, vous avez une présidente, la présidente qui est une femme de belle envergure aussi, humaine, qui est très attachée aux droits de l'homme. Vous avez un juge allemand qui, lui, a priori... Hans-Peter Kohl. Voilà, ce monsieur a plusieurs fois remis en cause les attitudes du sieur Ocampo, ouvertement. Donc on peut penser que, même s'ils sont dans un droit et même s'ils sont sous contrôle de telle ou telle institution, on peut penser que ces gens-là rentreront quand même dans une certaine humanité pour faire en sorte que les charges puissent être édulcorées. Mais si une parmi ces charges est vérifiée, on rentre dans le système et on va se battre pour une liberté provisoire. Beaucoup d'encre avaient coulé sur un pays d'accueil en termes de liberté conditionnelle provisoire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces pays qui étaient vraiment prêts à accueillir le président Laurent Gbagbo? Il y avait beaucoup de polémiques, beaucoup de non-dits. Non, il n'y a pas. Non, le problème est assez clair de ce point de vue-là. J'ai informé, moi, le 12 mai 2012, vous voyez, ça va faire bientôt un an, qu'un pays, en l'occurrence l'Ouganda, était un pays qui avait rempli toutes les conditions et tout le cahier des charges pour que le président Laurent Gbagbo soit hébergé. Bon, pour l'instant, la Cour n'a pas remis en cause cet aspect des choses, a simplement remis en cause la spécificité politique de Laurent Gbagbo en disant il a trop d'amis, il est trop entouré, il a trop de conseils, etc., etc. Donc on préfère le garder par devers nous pour pas qu'il s'échappe. Donc là, on est purement dans la politique, on n'est plus dans le juridictionnel. Bon. Ceci dit, et j'irai pas plus loin que ça, il y a d'autres pays. L'Afrique du Sud. Mieux, non, plus proches de la Côte d'Ivoire, qui sont aussi ouverts à... Le Ghana, le Mali. Là, c'est pas officiel, donc je n'en parlerai pas, mais il y a au moins 2 pays qui sont pas très loin de la Côte d'Ivoire, qui pourraient recevoir Laurent Gbagbo. Mais ça, on verra. Ça fait partie d'une autre procédure. Il faut expurger cette procédure en cours, suite à quoi on verra avec les avocats et peut-être avec d'autres techniques de défense de droit, peut-être se sortir un petit peu du droit existant pour entrer plus dans la rhétorique, plus dans la sémantique, pour faire en sorte qu'on puisse faire fléchir. Mais ce qui est important en dehors de ça, c'est que nous, les pro-Gbagbo, nous les avocats, nous les conseils, on fasse beaucoup de lobbying, on pénètre le monde institutionnel, on pénètre le monde de la communication pour dire la vérité, pour dire ce qui est. Et ça, c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis souvent, un événement en chasse un autre, on ne veut plus parler de Pierre-Paul et Jacques. Pourquoi Michel Gbagbo, français, détenu depuis 2 ans en Côte d'Ivoire, sans chef d'inculpation, n'est pas un des otages dont la France 2 nous parle régulièrement, une fois par semaine. Il faut rajouter ce 9e otage qui s'appelle Michel Gbagbo. Vous voyez ? Donc il faut qu'on se batte contre ces lobbies pour faire en sorte que la vérité ressorte. Ça va prendre combien de temps ? Est-ce que le président Gbagbo sait qu'il y a de la mobilisation dehors? Ah oui. Est-ce que les patrons sont mobilisés? Tous les mouvements qui se passent à l'extérieur? Qu'est-ce que ça lui apporte? Quel est son quotidien concrètement? Il se réveille le matin, il fait quoi? Il fait du sport? Il mange quoi? Alors d'abord, il est au courant de tout. Bon, ça c'est évident. Il n'a pas d'internet, n'a pas de connexion internet. Il a la télévision, il a le téléphone, il a internet, il n'y va pas souvent sur internet parce que d'autres personnes lui amènent juste de la matière triée. Il sait parfaitement tout ce qui se passe, comme je vous le disais, il était au courant de ce colloque ici, il sait parfaitement tout ce qui se passe et il encourage tout le monde à continuer, parce que c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il qualifie de Vox Populi, et il dit tôt ou tard, la Vox Populi va l'embarquer. C'est pas son quotidien, c'est vrai le matin. Autre question, son quotidien. Son quotidien, c'est de la lecture, de la réflexion, de l'analyse et de l'écriture. Alors, il lit toutes sortes de livres, il en a 300 ou 400 à sa disposition. Personnellement, je lui ai envoyé, moi, par exemple, le Procès des Templiers, vous voyez. Il lit toutes sortes de livres, mais beaucoup de romans aussi, parce que c'est un historien, beaucoup de romans d'histoire. Et il sort, bien entendu, parce que, en plus, il est très bien considéré par le personnel de la Cour.
le personnel du centre de détention, en l'occurrence, il est très très bien considéré, il a des relations cordiales avec tout le monde, parce que c'est un homme respectueux de tous, et tout le monde le respecte. Et de temps en temps, il sort, il va faire du sport. C'est pas le club méditerranéen quand même, hein, comme Paris Match le disait dans un article où il me mentionnait. C'est pas le club méditerranéen, c'est quand même un centre d'incarcération, mais il est bien considéré. Et moi je crois, est-ce qu'il a un des plats préférés comme à Krogo, où il disait que voilà, je mange ça, je mange pas ça. Sincèrement, quand on se voit, on ne parle pas de nourriture. On parle de quoi? Vous parlez de quoi? On parle de sa santé, on parle de nos amis, on parle de nos actions, on parle de sa famille. On parle de ce qui se passe au pays là-bas. Justement, pour ce qui se passe au pays, est-ce qu'il est au courant des négociations entre le FPI et le gouvernement actuellement en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il est au courant? Oui. Quelle est sa position dessus? Oui, il est bien au courant parce qu'il a reçu Miaka avant que Miaka parte, que son équipe parte en Suède dans son temps et rencontre Macky Sall. Donc il est parfaitement au courant. Au Sénégal, ouais. Au Sénégal, bien entendu. Hein. Il est parfaitement au courant et il encourage, bien entendu, à la conversation. Asseyons-nous et discutons, c'est son fameux slogan. Il encourage à la conversation, mais pas trop de compromission, bien entendu. Parce que, en toute chose, il y a une limite. Donc il faut parler, il faut discuter, il faut se mettre autour d'une table. Il l'a toujours fait, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, pour répondre à votre question, on parle de tout. On parle de rien, mais c'est vrai, je l'avoue, on n'a jamais parlé de nourriture. Et c'est pas très franchement, important. Dans sa tête, est-ce qu'il se considère toujours comme étant le président des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire? Un jour, il rêve de retrouver ce fauteuil-là. Dans sa tête, vous en parlez? Non. Non, parce que, si vous voulez, lui, c'est un homme du factuel. C'est-à-dire qu'il a été déposé par une coalition. On discutera ultérieurement de cette coalition. Il y a maintenant un nouveau président. Il a été élu, il n'a pas été élu, mais en tout cas, il a été consacré par un conseil constitutionnel, qui en a consacré 2 d'ailleurs. Bon, on est dans l'illégalité, mais le pays est dirigé aujourd'hui. Lui, son souci n'est pas de savoir si demain il va revenir ou pas revenir. Son souci, c'est de dire le droit et de dire la vérité. Quand le droit sera dit et quand la vérité sera dite, il sera temps de parler d'autre chose. Mais ça n'est pas son souci. On ne fait pas de l'extrapolation, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas de la conjecture. On n'est pas dans la prospective là. Ça ne sert strictement à rien. Il a 67 ans. Il est un petit peu souffrant, mais c'est de l'arthrose, hein, ça ne va pas intellectuellement. Je peux vous dire qu'il est à un très bon niveau, hein, et mentalement, n'en parlons pas. Voilà, donc pas de conjecture, pas de prospective, pas de plan sur la comète. Aujourd'hui, le droit et la vérité. Il parle souvent de sa femme, Simone Gbagbo, il parle des autres. Oui, on en parle. Le ministre Afin Guessan. Oui, effectivement, on en parle. On en parle, il baisse la tête quand il est affecté. Il est affecté quand dans la conversation on arrive à parler d'Afi, on arrive à parler de Michel, on arrive à parler de Simone, on arrive à parler des proches qui étaient autour de lui. Il est affecté. Et souvent, il baisse la tête et il ne répond pas. C'est pas qu'il ne veut pas ou qu'il ne sait pas, hein. C'est simplement qu'il se dit peut-être que ces gens-là souffrent parce que je n'ai pas fait ce qu'il aurait fallu que je fasse, mais moi j'ai fait ce que je devais faire par rapport à mes convictions, par rapport au droit et par rapport à la souveraineté du pays. Vous voyez, mais on en parle, oui, de temps en temps. Une dernière question, est-ce qu'il regrette aujourd'hui son acte? Il aurait dû céder le pouvoir à Ouattara et éviter tout ce qui arrive aujourd'hui. Il ne regrette rien, parce qu'il n'avait pas à céder le pouvoir à M. Ouattara. Il n'avait pas à céder le pouvoir à M. Ouattara. Il a été élu dans les urnes, on a les éléments qui sont là. Derrière, il a été le 3 décembre 2010 investi par le Conseil constitutionnel qui a autant de crédibilité que le Conseil constitutionnel français. Il a été attaqué, il s'est défendu dans un état de légitime défense par rapport à un article de la Constitution ivoirienne et par rapport aux articles 100 et 101, je crois, si je ne dis pas de bêtises, du code pénal ivoirien. Il a été jusqu'au bout de son raisonnement, jusqu'au bout de son comportement. Donc il ne regrette rien. Bien entendu, il déplore toutes les tueries qu'il y a eu, mais il y en a encore aujourd'hui, et il continue d'en voir, continue d'y en avoir, alors que le pays est soi-disant en pleine restructuration, dans une démocratie. Enfin, la démocratie c'est un pipeau, hein, la démocratie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mythe auquel on veut croire, par désir d'y croire, c'est un leurre.
Donc, lui, il ne regrette rien, il a été jusqu'au bout de ses convictions. C'est un homme de conviction, Babo. Ça veut dire quoi, des convictions? Les convictions, ça veut dire je crois en moi, je crois au peuple, je crois ce que le peuple peut faire. Il s'est battu toute sa vie. Toute sa vie, il s'est battu. Il continue à se battre. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Même d'ici 5 ans, 10 ans, il assumera. Il assumera. Il assumera. Il est dans un état de résilience que j'ai rarement vu chez d'autres dirigeants politiques. J'ai rarement vu. Il n'a plus rien. C'est un prisonnier politique. Il vous reçoit avec beaucoup de compassion, beaucoup de sourire, beaucoup d'égards, beaucoup de délicatesse. Il vous raccompagne jusqu'à la porte. Salue bien ta famille, salue ton épouse, salue tes enfants, etc., etc., etc. Mais pour lui, il est dans un apostolat et il va aller jusqu'au bout de cet apostolat. Voilà, ça retourne un petit peu là du messianisme, hein, cette histoire-là. Mais ça dépasse certains. D'autres questions ?